Bonjour à toutes, heureuse de vous retrouver pour cette dernière émission de l'année dans À table avec Annabelle. Et ça a été un honneur pour nous de passer cette année avec vous. On a eu de bons moments. Je pense qu'on a bien ri ensemble. On vous a pas tout le temps entendu rire, mais vous nous avez entendu rire. On s'excuse pour les fois où on a ri très fort dans nos micros et où ça vous a fait sursauter. Mais écoutez, c'est la joie du Seigneur qui déborde quelquefois de nous et qu'on veut vous communiquer. Mais merci d'avoir été avec nous et je vous le dis, en 2025, nous serons encore ensemble et on veut terminer cette année. Alors ça peut sembler être un sujet négatif, mais c'est pas un sujet négatif. On va parler du rejet parce que peut-être que vous terminez l'année avec une petite pointe de tristesse parce que vous n'avez pas été accepté à un travail, parce que vous avez perdu un ami, une amie, une relation s'est terminée ou que vous n'avez pas trouvé votre place dans un groupe où vous vous sentez un petit peu seul. Et puis dans les fêtes de fin d'année, les temps de fin d'année, c'est les moments où si on a vécu du rejet, ça peut ressortir encore plus. Et on veut aujourd'hui vous encourager pour ne pas que vous entriez en 2025 avec cette pensée que vous n'avez pas de place, avec cette pensée que Dieu n'a pas de plan et que vous êtes seul, parce que c'est un mensonge. Et c'est possible de se relever après un rejet, non seulement de se relever, mais de bien se relever. Et aujourd'hui, nous sommes avec Esther. Bonjour Esther. Bonjour Esther. Esther est déjà venue nous voir il y a quelques temps maintenant. C'était en 2024. Oui, début 2024. Oui. Ah, t'as ouvert et tu finis l'année de Alpha Oméga, Esther. Le commencement est là. Écoute, c'est un plaisir de te revoir, Esther. Donc, je le rappelle, tu es venue en début d'année et tu es conseillère et formatrice en communication interpersonnelle. Il fallait que je le lise, parce que là, c'est sûr, j'allais dire n'importe quoi. T'inquiète, c'est toujours un peu long, mais oui, c'est ça. Surtout dans les équipes de travail, communication interpersonnelle, communication de groupe. Donc vraiment en interne, dans les organisations, peu importe l'organisation, c'est vraiment ça. Ok, on va peut-être faire une consultation après, si tu veux. J'aime ça. On va te donner de la nourriture. Non, mais Esther, on disait, on veut terminer cette année en parlant du rejet. Ouais. Et c'est quelque chose, tu en avais un petit peu parlé la dernière fois de ton expérience. Aujourd'hui, tu vas vraiment nous raconter ce qui s'est passé et comment ça a été l'occasion pour toi de rebondir. Et je crois qu'il y a quelquefois des circonstances, on a l'impression que c'est des choses qui sont là pour nous détruire et puis on ne s'en relèvera jamais. Mais en fait, c'est des opportunités de croissance extraordinairement douloureuses, mais extraordinaires quand même, et qui font que lorsqu'on a pu se relever et qu'on peut en témoigner comme toi aujourd'hui, c'est un vrai encouragement pour ceux qui sont dedans encore aujourd'hui. Ouais. Donc toi, tu as vécu un rejet assez violent au niveau professionnel, mais qui du coup a ébranlé un petit peu tout ton monde. Exact. Ça s'est passé en 2018. En fait, je vais vous mettre le contexte, et c'est pour ça, c'est très important de toujours parler du contexte quand on vit le rejet. Donc moi, c'était au niveau professionnel. Ce qui se passe, c'est que j'ai travaillé plus de 6 ans dans les hôpitaux à Paris. Donc j'étais fonctionnaire de la fonction publique hospitalière. Mon mari a eu une mutation dans le sud de la France, à Toulon. Donc moi, je me suis dit, génial, le soleil, on retourne près de la famille, parce que nous, on est originaire de là, donc super. Sauf qu'au bout d'1 an, ma petite fille était en bas âge, mais il fallait que je retrouve du travail. Donc là, j'essaie de taper dans les portes des hôpitaux, et puis ça ne fonctionne pas dans la fonction publique des hôpitaux de Marseille. C'est plus compliqué pour entrer, donc je me retrouve sans travail. Et là, je sens un petit peu que c'est difficile pour moi, puis je commence à postuler à plein d'endroits et ça devient de plus en plus difficile. Donc déjà, je me sens un petit peu fragilisée et un peu en manque de confiance en moi. Puis ce qui se passe, c'est que mon mari travaillait dans un endroit où justement ils aidaient les conjoints. C'était au ministère de l'Armée. Ils aidaient les conjoints à retrouver du travail. Donc, je refais mon CV. La personne qui me conseille, elle est spécialiste. Donc, on refait mon CV. OK, donc moi, j'étais auxiliaire de puériculture dans le milieu hospitalier. Mais elle me dit, OK, tu pourrais être aussi dans l'administratif. Donc, il va y avoir un forum de l'emploi. Tu vas y aller, on va refaire ton CV. Puis, il y a plusieurs employeurs. Puis, vas-y, let's go. C'est fait pour des personnes comme toi qui sont en recherche d'emploi active. Donc, moi, je suis comme, OK. Entre-temps, je trouve quand même un travail. Et ce qui est bien, c'est que je suis à mi-temps, puis j'ai juste un jour de congé, c'est le jeudi.
et le forum de l'emploi tombe un jeudi. Et là, je me dis, c'est un signe. C'est ça, je me dis, ok, c'est conduit par Dieu. Donc, je suis à bloc. Je me dis, ouais, c'est bon, c'est sûr, c'est ça et tout. J'ai trouvé un travail, bref. Et puis, je vais donc à ce forum de l'emploi. Et puis, le premier stand où je vais, donc c'est pour être agent administratif, puis il y a une file. Et puis, c'est souvent mon mari me dit, tu vois, la vie, ça peut, à un fil près, une file près, ça peut changer, là. Et il y a 2 recruteuses, et puis il y en a une qui m'a l'air sympathique, et puis une autre un peu moins. Et je me dis, punaise, pourvu que je tombe pas avec celle qui a un peu un non-verbal hyper fermé. Enfin, je vois qu'elle est un peu rude. Je dis, Seigneur, et tout. Puis je fais la file, donc ça fait comme ça. Et puis, je me retrouve en face de la personne qui est... pas sympa. Qui n'a pas l'air sympa. Qui n'a pas l'air sympa, selon ma perspective. Puis là, elle prend mon CV, elle regarde, puis elle donne un coup de coude à sa collègue à côté, puis elle lui dit regarde ce qu'il nous envoie. Puis elle parle de l'organisme, en fait, qui a fait mon CV. Elle regarde ce qu'il nous envoie, un tel. Puis tu sais, moi, je suis comme ok. Puis là, je me dis ok, là, ça va mal se passer. Puis là, elle regarde mon CV. Ah, ok, vous voulez être agent administratif, ok. Ok, elle fait vous avez travaillé à l'hôpital. Ah, j'imagine que votre première compétence, c'est l'empathie, c'est ça? Ok. Puis elle lit mon CV. Ah non, mais ça va pas. Hein. Ah non, mais ça, qui c'est qui a écrit ça? Puis j'étais dans un organisme avec une personne qui est spécialiste dans les CV. Donc, ah non, ça va pas. Ça va pas. Et en fait, je me prends des... Puis elle me dit, mais vous êtes qui? Mais pourquoi vous êtes là? Puis moi, je suis comme, ok. Et moi, j'arrive pas à me défendre. Je suis bloquée. Et en fait, pendant 5 minutes, elle m'écrase. Elle te descend comme ça. Puis elle me dit, bon, votre CV, ça va pas du tout. Puis moi, je suis comme, ok. Elle me dit, vous allez retourner sur le site internet de l'entreprise, vous allez me refaire le CV. Elle me prend un petit papier, elle écrit, fait, j'écris mal parce que j'ai même pas envie d'écrire. Et moi, je suis comme, ok. Donc elle me dit, c'est ça, donc vous me refaites là. En gros, c'est n'importe quoi. Et puis moi, je me prends cette... T'as pas 14 ans, quoi. Non, j'ai pas 14 ans. Je suis comme... Et là, en fait, il y a comme un choc qui se fait en moi et j'ai l'impression de me dissocier, mon corps et mon esprit. Il y a comme quelque chose qui se fissure, en fait, quand elle me parle. Parce que tu me fais peur avec le... Non, pardon. Non, mais ça se fissure et puis je suis comme, ok, là, il y a un truc qui se passe. Et elle me dit, mais vous êtes auxiliaire, c'est ça? Vous voulez changer? Elle dit, non, vous êtes auxiliaire. Vous allez au stand 132, là, ça, c'est votre place. Retournez. Puis je suis comme... Et je fais ce qu'elle me dit, mais comme en mode robot, automatique. Puis c'est fou, c'est que j'ai aimé mon métier, mais souvent, je me rappelle quand je travaillais en région parisienne, il y avait une phrase, Dieu me disait, qu'est-ce que tu fais là, Esther? C'est pas ta place. Qu'est-ce que tu fais là? Puis j'étais comme, non, mais il y avait un combat en moi. Puis quand elle me dit ça, vous êtes ça, retournez. Puis il y a comme quelque chose qui... Puis je fais ce qu'elle me dit, je passe un autre entretien avec une autre personne, je sais même pas qui c'est, je sais même pas ce que je dis, puis je ressors de là, je vais prendre un café au McDo et là je m'effondre en larmes. Mais je m'effondre. Et il y a une dame à côté qui dit mais donnez-lui de l'eau. Et moi je suis pas quelqu'un qui pleure comme ça pour en tout cas je vais être très vite émotive, mais me concernant ça va prendre plus de temps, mais là je m'effondre. Et je me dis ok, ça va pas là. Puis j'appelle mon mari et je dis Scott, il me dit alors comment ça s'est passé et tout. Je dis ça s'est mal passé. Il me dit un entretien pour des entretiens d'embauche, un forum de l'emploi, ils sont là pour recruter. Ils comprenaient comment pas. Ça peut mal se passer. Ouais. Et je dis non. Et je m'effondre là. Mais je me rappelle, j'étais sur le port de Toulon. Au téléphone, j'ai dit ok, plus jamais je veux que ça m'arrive. Plus jamais je veux que ça se passe comme ça dans ma vie. J'ai dit Scott, je sais pas, il faut que je reprenne des études. Dans quoi, où, comment, je ne sais pas, mais c'est fini. Et ça a été une grosse claque. Mais ouais, j'ai vécu ce rejet-là, mais j'avais l'impression qu'on rejetait ma personne, en fait. C'est ça, ouais. Et c'est ça, le rejet, en fait, quand on prend l'étymologie de rejet, donc c'est rejeter, renvoyer. Et il y a même le mot vomir dans l'étymologie de rejet. Ah ouais. Et il y a un verset dans la Bible, quand Dieu il dit je te vomirai. Et il y a un autre passage aussi dans la Bible où quand Dieu il parle à Samuel et qui dit c'est pas toi qui rejette, mon peuple me rejette moi. Et c'est vraiment cette même racine de mots.
Et c'est fou parce que je me dis, Seigneur, mais même dans le rejet, toi, tu comprends parce que tu as été aussi rejeté. Et je me dis, Seigneur, tu sais ce que ça crée comme sentiment. Et le rejet, il est vécu à différentes strates. On peut vivre un rejet au niveau personnel, que ça soit de l'amitié ou un rejet amoureux. Ça fait mal. On peut le vivre au niveau professionnel, donc le rejet d'une candidature ou un licenciement. Et on peut vivre aussi un rejet qui est social. Et là aussi, c'est intéressant parce qu'on ne choisit pas dans la famille dans laquelle on est, ni au niveau socio-économique, mais il y a des gens qui se sentent rejetés toute leur vie. Si je suis pauvre, par exemple, je vais me sentir rejetée déjà au collège ou la façon dont je vais m'habiller. On peut parler aussi de racisme systémique. C'est que je vais me sentir tout le temps rejetée parce que je suis jamais inclus dans une société. Donc le rejet, en fait, la racine, ça peut monter au plus loin, en fait. Donc c'est comment on va vivre ce rejet. Et souvent, je dis le rejet, il est opposé avec notre besoin d'être accepté, notre besoin d'être considéré. Donc il y a une certaine violence, en fait, dans ce rejet-là. Il y a personne, je pense, qui, de prime abord, vit bien le rejet parce que, c'est comme tu dis, il y a cette... c'est quoi le mot que tu as dit ? Avec le besoin d'être accepté. Oui. C'est cette contradiction, en fait. Et du coup, c'est sûr que naturellement, on préfère être aimé, on préfère être accepté, je pense, que d'être rejeté. Il y a des gens, quelquefois, ils disent « moi, ça me fait absolument rien ». Quelquefois, je me dis « wow, je sais pas comment tu peux arriver à absolument rien » parce que, tu sais, quelquefois, ça t'effondre pas, ça te détruit pas, mais ça peut te faire un petit truc, toi, quand même. T'es là... pas très agréable. Et peut-être que t'es pas du tout connecté à tes émotions, mais c'est de là, en fait, c'est de se dire comment est-ce que je peux faire pour que ça ne me détruise pas, parce que tu vois, ce genre de situation, il y a des personnes, en fait, qui vivent avec les paroles d'une inconnue qui résonnent et qui viennent t'enfermer dans une boîte, qui viennent t'enfermer dans un projet qui n'est même pas le projet de Dieu. Tu vois, cette personne, qui elle est au final, quelle autorité elle avait pour te parler comme ça, te dire des choses, sous-entendre tout un tas de choses. Et puis, plusieurs personnes, en fait, ont pris ces paroles sans même s'en rendre compte et vivent avec. Et sont allés au stand 132 et n'en sont jamais ressortis. Ils développent des systèmes de défense. Exact. Je pense que tu dois savoir encore mieux que moi, mais il y a les femmes qui ont vécu du rejet, ils ont tout un système de défense, des murs qui se sont montés dans leur cœur pour plus... Ça m'arrivera plus jamais, ça. Et c'est là que ça prend un peu une guérison. J'imagine que tu en as rencontré des gens qui ont... C'est quoi les conséquences du rejet? Comment on peut réagir? Alors, c'est ça, c'est que j'ai bien aimé la partie émotionnelle. C'est qu'en fait, ça crée une émotion. Puis j'aime bien, il y a un médecin qui est aussi neurologue qui dit on n'est pas des machines à penser puis après à ressentir. On ressent d'abord et après on pense. Donc en fait, le rejet, ça crée une vive émotion. On est des êtres d'émotion. Donc, ça peut créer une tristesse, une frustration, ça peut créer de la colère. Donc, c'est des choses qui vont être ancrées et après, ça peut créer un sentiment qui va s'étendre parce que l'émotion, elle est vécue sur l'instant T, parce que la situation va créer cette émotion-là, mais c'est le sentiment derrière. Donc, tu sais, quand tu dis ça peut créer des racines d'amertume, le fait aussi, ça peut créer du statu quo. Ça me crée une peur, en fait. J'ai peur. Et je vous assure, quand plus tard, j'ai repris des études, puis peut-être qu'on en parlera, mais le premier entretien que j'ai passé après mes études, j'en tremblais. Il s'est super bien passé. Merci Seigneur, mais j'en tremblais physiquement parce que je me rappelais de ce que j'avais vécu. Donc, il y a quelque chose et ça peut créer du statu quo, en fait. Du statu quo, ou même des fois, certaines femmes me disaient comme de l'indifférence parce qu'ils ont tellement peur du rejet ou d'être blessées à nouveau que là, moi, je me fais un mur. Fait que je suis comme, tu sais, je suis comme inatteignable. Mais en fait, t'es pas guérie. Tu te sens inatteignable, mais au contraire, c'est trop d'émotions que tu enfouis. C'est souvent la preuve même. C'est souvent la preuve, justement, qu'on veut lever des murs, qu'on a vécu des situations qui nous ont profondément blessés. Et c'est aussi une preuve qu'il faut guérir quand on se retrouve comme ça. Parce que je comprends ce que tu dis, Stéphanie, c'est comme parfois, comme tu disais aussi, Esther, on ne veut plus revivre certaines choses, mais la façon dont on va... les choses qu'on va mettre en place pour ne plus revivre, toi, c'était que tu vas faire une formation pour que demain, ça ne t'arrive plus. Mais certaines personnes, c'est qu'elles vont fermer leur cœur complètement. Et quand on réalise qu'on a un cœur fermé, interrogeons-nous, parce que ces gens-là ne vont pas forcément dire « Ah, mais c'est le rejet et tout ». Et ils ne savent pas. Mais quand ton cœur est fermé comme ça, si c'est ton cas aujourd'hui,
interroge-toi en fait et demande-toi, est-ce que c'est pas justement parce que j'ai été rejetée dans le passé que mon cœur s'est fermé comme ça? Est-ce qu'il y a une situation que le Seigneur peut mettre en lumière aujourd'hui, peut-être dans la vie de quelqu'un, pour pouvoir guérir définitivement? Mais pour toi, finalement, tu as été un tremplin. Ah ouais. Parce que ça, tu t'es dit... Électrochoc. Mais je pense que j'en avais besoin. Tu sais, Dieu, il devait me sortir de ma zone de confort. Puis, tu devais être têtu pour que ce soit aussi violent. Franchement, ouais. Mais c'est parce que je pense qu'aussi, c'est ma personne, tu sais, ouais, tu sais, ta zone de confort, là, voilà, c'est bon. Mais je me challengeais pas. Puis ce qui est fou, c'est que, justement, c'est Rachel, donc ma sœur, qui m'a parlé d'un programme. Elle me dit, puis c'est sûr, face à cette situation-là, j'en ai vite parlé. Et heureusement, il faut vite en parler, en fait, à quelqu'un, des gens qui sont autour de toi. Puis elle me dit, écoute, j'ai vu un programme à l'UQAM, lis l'intitulé, et puis je suis sûre que tu vas aimer ça. Et puis je lis... Oui. l'UQAM, c'est à Montréal. Oui. Là, t'es en France. Hein, sur le port de Toulon. Ouais, voilà. Oui, il y a un petit océan qui nous sépare, là. Et elle me dit, regarde ce programme-là. Puis je lis, remettre l'humain au centre des organisations et avoir une approche humaine. Et en fait, je me suis tellement sentie déshumanisée durant cet entretien d'embauche que je me suis dit, OK, il y a quelque chose qu'on rate dans nos organisations, peu importe, hein, même nos églises, ou dans le milieu séculier, on rate quelque chose. Et c'est comme si on va soigner le mal par le bien. Et je me suis dit, mais cette personne, en fait, c'est quoi son histoire? Puis comment, dans une organisation, ou comment une RH peut déshumaniser quelqu'un qui est en face et de me dire, OK, c'est ça que je veux faire, je veux comprendre ce qui s'est passé. Je veux comprendre ce qui s'est passé et je veux changer les choses. Puis ça a été un pari parce que franchement, moi, je bénis Dieu pour mon mari qui m'a dit OK, quand je lui ai dit OK, ça va se passer à Montréal, à l'UQAM, on déménage, on part, on avait acheté notre appartement, on habitait au bord de la mer, mon mari, il allait au travail en bateau, il fait beau tout le temps. Enfin bref, voilà, le soleil, on avait les beaux-parents à côté, puis j'étais comme... Et mon mari me dit, OK, let's go. Puis quand toi, tu vois mes notes au lycée, même mon bac, c'est comme, moi, mon mari, il a eu la foi. Hein. Il m'a dit, OK, c'est ça que tu veux faire? Il me dit, on y va, let's go. J'avais jamais fait d'études universitaires, jamais. Donc, on quitte le pays, j'ai mes enfants, je commence un parcours universitaire, et là, c'est une révélation. Une révélation. Et de me dire, OK, moi, ce que j'ai vécu, je veux faire en sorte que dans les organisations, ça change. Même la façon dont on reçoit quelqu'un en candidature, la façon dont même on licencie quelqu'un. Je suis sûre et à 100% qu'il y a des approches humaines. Vas-y, petite parenthèse, comment on licencie quelqu'un? Mais on licencie d'un point de vue professionnel, mais peut-être aussi dans l'église, parce que c'est pas forcément, il y a beaucoup de bénévoles, donc c'est encore plus, c'est pire quasiment de licencier un bénévole. Mais comment est-ce qu'on peut faire bien les choses pour dire à quelqu'un, écoute, ton service, c'est pas trop ça. Il y a deux pans. Il y a le bénévolat, c'est une chose. Le travail, c'est autre chose. Parce qu'un bénévole, il n'est pas rémunéré. Donc là aussi, un licenciement, quelqu'un, ça implique que lui, il a un salaire, etc. Donc il y a deux choses. Maintenant, c'est toujours... Moi, je parle toujours d'authenticité, de bienveillance et de clarté. C'est expliquer pourquoi à la personne. Parce qu'il n'y a rien de pire tu sais que ça fait ABC? L'ABC du licenciement. Ah, wow. Mais c'est ça, c'est bon. Mais oui, parce qu'en fait, il faut être vrai avec la personne. Pourquoi? Et le pire, c'est de ne pas comprendre pourquoi dans tout. Puis combien de gens m'ont dit, mais moi, si juste on m'avait expliqué, en fait. Ou alors, c'est quoi? Puis en amont, moi, avant de licencier quelqu'un ou remercier quelqu'un, c'est est-ce que les choses ont été dites avant? C'est important de dire les choses et pas laisser les gens sur un point d'interrogation où le pire de ce que j'ai vu, c'est des fois ghoster la personne. Et voilà. Mais c'est parce que aussi, c'est des stratégies d'évitement. La manière dont tu appréhendes justement le licenciement ou dire quelque chose de difficile à quelqu'un, est-ce que tu es plus dans l'évitement? Puis il y en a, tu vois, donc c'est comme... C'est pas... Mais d'être vrai avec les gens, en fait, c'est quoi vos critères? Qu'est-ce qui est important pour vous dans le service ou dans le travail que tu vas faire? C'est quoi qui est important? Et des fois, de juste prévenir la personne. Moi, j'ai connu quelqu'un qui s'est fait licencier très rapidement. Il me dit, mais si on m'avait dit qu'il y avait un contexte économique, si on m'avait expliqué, moi, ça m'aurait permis de me retourner et je l'aurais compris, en fait. Donc là aussi, puis il y a une posture. Nous, on parle beaucoup en communication que 93% du message, c'est pas dans les mots qui sont utilisés. C'est le non-verbal et le paralangage.
Le paralangage, c'est le ton. Le ton, ok. C'est... Le combien? 93% du message. Il reste pas grand-chose dans ce que tu dis. 7%, c'est les mots. Mais ça, ça passe bien. Mais oui, mais tu sais, par exemple, de dire vous correspondez pas aux critères. Ok, mais tu sais, quand tu dis en fait, vous correspondez pas aux critères. C'est juste différent, en fait, parce que ton ton de voix, il a changé. Puis, tu sais, d'avoir une posture bienveillante et tu sais, en tout cas, dans ce cas, pour un licenciement, mais pour le rejet d'une candidature, ça va être déjà de remercier la personne, ou même pour un licenciement, merci pour ce que tu as donné, mais voilà, un licenciement économique oblige, ou alors il y a des choses on t'avait prévenu en amont. Mais c'est ça, il faut prévenir souvent. Toujours. En amont. C'est toujours dire les choses. Moi, je suis en communication, je dirais la première chose, c'est d'expliquer aux gens. Et après, c'est sûr, on n'est pas responsable de comment ils vont recevoir les gens, mais si tu as une bonne attitude, tu es authentique, tu expliques aux gens, en général, ils comprennent. Ils vivent mieux. C'est ça. Puis moi, cette recruteuse, si elle m'avait dit, écoutez, tu sais, peut-être je suis fatiguée, ou alors, oui, en fait, votre CV, ça correspond pas en fait à nos besoins. Mais franchement, j'aurais été tranquille, ok, et j'aurais compris, j'aurais dit, ok, ça correspond pas. Ou si elle m'avait dit, ben voilà nos critères, puis je vois que ça correspond pas à mes critères, ok, next. Mais là, allez, voilà. Mais oui, c'est différent. Ça touche notre personne. Oui. C'est ça qui est difficile. Tu sais, il y a une situation, le rejet, c'est que c'est la situation qui ne fonctionnait pas. C'était pas la personne, tu vois. Son CV, ça n'allait pas avec la fonction, mais c'était pas ta personne. Et quand les gens t'attaquent pour qui tu es, et ça vient toucher au plus profond de notre âme. Mais le fait de ne pas, de ghoster, comme tu as dit, de faire comme s'il n'y a rien, mais la personne en face réalise qu'il y a quelque chose qui cloche, mais on ne sait pas. Et c'est partout. Hein. Tu disais qu'il y a plusieurs sortes de rejets. Parfois, c'est même dans les relations. C'est que du jour au lendemain, on ne te parle plus. Mais tu ne sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi. Du jour au lendemain, tu faisais quelque chose, mais subitement, tu ne le fais plus. Mais tu ne sais pas pourquoi, en fait. Et je crois que beaucoup de gens peuvent le vivre à différents niveaux. Donc, c'est vraiment important de s'exprimer, en fait. Et comme tu dis, quand on met la bienveillance, ben, ça passe mieux, en tout cas. Mais peut-être même, nous, dans nos relations, des fois, on peut avoir des choses avec des gens et puis on ne s'aperçoit pas qu'on les a peut-être mis une distance, puis on ne leur a pas expliqué pourquoi. Quand tu dis ça, Aurélie, moi, je me dis, moi, ça m'est arrivé des situations où je me dis, mais pourquoi que c'est plus au travail? Pourquoi il y a eu quelque chose, personne ne te le dit. Et là, tu te couches pendant une certaine période de temps, mais qu'est-ce que j'ai fait, tu sais? Mais c'est important moi, est-ce que je le fais avec quelqu'un d'autre aussi, tu sais? C'est plus facile l'évitement que de dire les vraies choses. Mais quelquefois, c'est de la maladresse. Hein. Je prêche pour ma paroisse. Ah oui. Parce que moi, j'étais dans les deux côtés, tu vois, où moi, j'ai pu me sentir rejetée, mais où des gens se sont sentis rejetés par moi. Et tu vois, finalement, quand la personne vient te voir, tu dis, bah, tu sais, nanana, et que quelquefois, il y avait vraiment, sincèrement, il n'y avait rien dans mon cœur. C'était juste une grosse maladresse. Et tu te dis, moi, je me retrouve avec ma bêtise à moi, tu vois. Ah ben oui, c'est vrai que de ton point de vue, là, je comprends je comprends ta lecture de la situation, tu vois. Puis quelquefois, tu sais, des gens, ils t'aiment, et du coup, c'est pour ça, ils se disent, bah, c'est bizarre, tu sais, le décalage entre ce que je vis, ce que j'ai l'impression qu'elle me transmet comme message, mais c'était juste un blanc de communication, en fait. Et c'est là où, moi, en tout cas, j'essaye vraiment d'apprendre, parce que moi, je peux laisser des blancs dans la communication, et ils veulent rien dire, tu vois, dans le sens, ça veut pas dire, je veux plus que tu sois là, je veux pas de toi, c'est juste que j'ai juste oublié, ou je sais pas, c'est vraiment un vrai blanc de communication que je peux même pas justifier par quelque chose d'intelligent. Mais tu vois, c'est bien, par exemple, qu'on en parle, que de dire, en cette fin d'année, peut-être que, pourquoi j'irais pas valider ces non-dits-là, de dire, tu sais, au lieu de recommencer. Plein de messages. Bon, ben, OK. Non, mais c'est vrai, des fois, tu sais, au lieu de dire, je vais commencer 2025, je vais aller les valider si une relation, une amie qui ne te parle pas, ou qui a une distance. Ben, peut-être que c'est juste un non-dit ou un blanc, puis toi, tu t'en fais depuis des années, et puis c'est juste de valider, c'est vrai. Pardon, tout le monde! Moi, je valide avec toi, Stéphanie. Non, mais
c'est vrai, tu sais, et même de dire... Je suis tellement d'accord avec toi. Juste valider un ressenti pour voir peut-être que ça nous libère pour nous. Ben oui. Moi, nous, Annabelle, on va pas dire. Mais oui. Puis moi, je sais qu'une fois, il y a une jeune, elle m'a dit, oui, tout, j'ai passé des auditions pour faire de la louange dans une église et ils me sont jamais revenus. Ouais, ben ça, ça peut fréquemment arriver. Ouais. Et là, et pareil, ben, tu sais, ça c'est comme, OK, bah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que je chante mal, je chante faux, machin? Et puis moi, un jour, j'ai pu parler à un des responsables plus tard et il fait, oh, on l'a complètement oublié. Mais elle, tu vois, elle s'est sentie comme, tu sais, donc des fois c'est nos process en disant est-ce que, parce qu'en fait tu sais pas en fait, et nous on parle toujours en communication de intention et impact. Mes intentions, je les connais. Peut-être qu'elles sont bonnes, mais l'impact que je vais avoir sur la personne, ça, j'ai pas le contrôle. Donc, tu sais, comme tu disais, moi, mon intention, c'est juste j'ai oublié, mais l'impact que ça a sur la personne est complètement différent parce qu'elle se dit, OK, ils m'ont pas répondu, donc dans sa tête, et puis on est fort pour se raconter nos histoires. OK, je chante mal, je chante. En prédication, c'est la même chose. Quand tu vas prêcher à quelque part, puis ils te réinvitent plus jamais. Là, tu te dis, j'ai peut-être eu trop d'impact. Amen. Mais ça, moi, je me pose toujours la question quand ils me réinvitent pas. Je me dis, pour 10 ans, je me dis, Seigneur, je les ai trop déchus. Ils sont pas encore là. C'est plutôt l'inverse. Je me dis, Seigneur, s'ils te réinvitent pas, c'est peut-être qu'on peut aimer. Tu vois, on est bonne, peu importe dans notre domaine, on a toute notre imagination. Puis peut-être que ça veut rien dire. Du coup, c'est ça. Bon, dans ce genre de situation, si on a l'opportunité d'aller voir la personne, on peut peut-être aller valider, etc. Mais sinon, qu'est-ce qu'on... Toi, t'as rebondi, t'as fait autre chose, t'as comme répondu finalement. Mais sinon, c'est quoi nos opportunités en fait pour pouvoir se relever après le rejet? À part d'aller péter les pneus de la voiture. J'ai la fin de l'année, on peut rigoler un peu. Un jour, ce serait trop drôle que t'ailles maintenant, tu vois, dans cette organisation et que tu t'interviennes pour parler de la communication, etc. Et elle est là, quoi. Et tu racontes tes voyages, puis la fille, elle est... Oh, c'est horrible de faire ça. Elle s'en souviendra plus. Non, c'est sûr. Mais c'est grâce à moi. Tu sais, ça dépend comment tu vois les choses dans la vie. Perspective. Oui, voilà. Perspective. C'est vrai. Hein. Mais moi, je bénis Dieu pour ce moment-là. Il a été douloureux, là. Je bénis Dieu. Puis c'est sûr, hein, puisqu'on disait, ça vient toucher aussi à l'estime de soi. Puis je sais pas, les 3 composantes de l'estime de soi, c'est l'amour de soi. Donc, est-ce que je suis digne d'être aimée et respectée? Il y a aussi la confiance en soi. Est-ce que j'ai les capacités d'agir et de relever des défis? Et aussi l'image de soi. L'image de soi, c'est l'image physique, c'est l'image aussi intellectuelle et l'image émotionnelle. Et quand on vient en rejet, ça vient toucher à ça, selon le contexte. J'aime bien tout à l'heure quand tu disais, mais un contexte où je suis en confiance, où je peux passer plusieurs entretiens, où je sais que financièrement parlant, ça va, il n'y a pas d'enjeu. Par contre, un contexte où tu n'as pas de travail, que ça fait longtemps, en fait, tu donnes le pouvoir à la personne. Tu es en dessous. Et nous, souvent, on dit en communication, c'est on est d'égal à égal, ou alors on est asymétrique. Donc, la personne qui est au-dessus de toi, elle a l'ascendant de toute façon. Donc, tu te sens là-dessus. Et c'est là, ça vient jouer sur l'estime de toi, en fait. Donc là, elle est touchée. Et c'est comment on va la reconstruire. Et moi, vraiment, si j'ai un message à passer, c'est de ne pas accepter le statu quo. Tu viens rejet, OK. Mais derrière, là, comment tu peux rebondir? Donc déjà, d'avoir des personnes, j'ai aimé ce que tu disais, un entourage, des personnes qui vont t'entourer, qui vont dire non, mais en fait, ce qu'elle a vu, toi, c'est pas toi. Toi, t'es capable de ça. Et de voir c'est quoi, qu'est-ce que j'ai, quelles sont les cartes que j'ai en main. Et en fait, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est ça, c'est comment je peux rebondir. Et Dieu merci, il nous met en fait des opportunités qui font que, OK, on va pouvoir rebondir. Mais c'est de se dire, OK, je vis ça, OK, en fait, il y a un truc qui est en train de se passer, qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est de se dire, OK, peut-être que, en fait, il faut que je revoie ma direction. Et souvent, moi, je dis, le rejet, surtout nous, en tant que chrétiens, pour moi, c'est une bénédiction et c'est une redirection. Dieu, il va te rediriger vers la place où tu dois être. Et moi, je bénis Dieu parce que j'ai vu sa main, en fait. J'ai commencé des études en panique. Je me rappelle les premiers devoirs avec mon mari, s'il te plaît, relis-moi, machin. Et l'humour de Dieu, c'est que mon dernier devoir que j'ai rendu à mon bac, j'ai eu un 100%. Puis la prof qui m'appelle, qui me dit, Esther, je voudrais utiliser ton devoir comme exemple pour les autres.
Puis je suis comme, en fait, je suis capable de ça. Jamais de ma vie, j'aurais cru être capable de reprendre des études, d'aller à l'université, de faire ce que j'ai fait. Mais je me dis, mais Seigneur, en fait, tu m'as sorti de ma zone de confort. Et moi, la gloire, je la rends à Dieu. C'est pas moi, parce que sur le papier, t'aurais pas parié sur moi. Je dis, mon mari est un homme de foi, lui, il me dit, moi, je voyais le potentiel en toi. Je dis, ouais, je le voyais pas. Mais justement, de voir le potentiel. Puis si t'es rejeté d'une place, c'est peut-être que ta place, elle est ailleurs et qu'il va y avoir des choses qui vont ressortir, mais qui seront encore plus belles. Moi, je rends gloire à Dieu. Je serais pas ici, en fait, si j'avais pas vécu ce rejet-là. Je serais pas là. Donc, ouais. Et puis maintenant, avec ta sœur, vous avez lancé une entreprise, conseil, je ne sais jamais comment j'ai tout le temps de le dire un peu plus américain. Conseil Reliance. Et tu fais exactement ce que tu voulais faire, en fait. Exact. Vous allez maintenant dans des organismes, des ministères, des entreprises pour pouvoir aider les équipes à mieux communiquer, pour pouvoir aider les managers, les leaders à mieux communiquer, à avoir des meilleures stratégies, etc., de communication envers leurs équipes. Et voilà, le rêve, tu accomplis ton rêve aujourd'hui. C'est ça. Puis c'est fou parce que cette petite voix, quand Dieu me disait, tu n'es pas à ta place, puis là, de dire, ok, Esther, là, tu es à ta place. Puis, tu sais, de dire, ok, tu peux changer les choses. Parce que pour moi, en fait, mon travail, c'est mon ministère. Tu sais, quand je vais dans une organisation séculière, où on parle justement beaucoup de gestion de conflits, puis qu'à la fin, souvent, on demande aux gens avec quoi vous repartez. Puis une fois, il y a une jeune femme qui dit, moi, je pense que je vais demander pardon à mon frère. Alors que nous, on parle de conflits dans le travail. Puis en fait, il y a des atmosphères qu'on change. Et même dans des milieux séculiers où les gens te font des retours en disant, on a senti de la bienveillance. On a senti qu'il y avait une atmosphère, que vous apportez de la bienveillance, vous apportez une certaine paix. Et je me dis, Seigneur, en fait, on est tous mandatés pour changer des atmosphères dans le milieu du travail. C'est aussi dans le mot rejeter, il y a le jeter. Et je sais que tu sais, l'histoire du travail avec la révolution industrielle, c'est qu'on a vu les gens comme des objets. On prend, on jette, on travaille, puis t'es plus bon, donc au revoir. Mais en fait, on a des humains en face de nous. Ouais, voilà, mais oui. C'est ça, mais je veux dire, c'est fou. C'est qu'en fait, on n'est pas des machines. Et on a vu l'homme un peu comme une machine froide. Non, on a des sentiments, tout ça. Et c'est de se dire, non, on jette pas quelqu'un. On jette pas. Et comment rebondir si on a été... si on se dit justement, ok, j'ai rejeté quelqu'un, peut-être un ami, même dans la famille. Je suppose que dans les familles aussi, il y a des choses comme ça. Quel est le pas qu'on peut faire là? On est en fin d'année. Parfois, en fin d'année, on prend des bonnes résolutions. Donc, quelle est la bonne chose qu'on peut faire si on sent que on a été cette personne qui a rejeté d'autres? Tu sais, le premier pas, c'est de juste peut-être envoyer un message ou dire, voilà, je me suis rendu compte de cette situation, puis tu sais, de demander pardon, est-ce qu'on peut s'en parler? Puis moi, je dirais toujours ça. Moi, j'étais aussi beaucoup la personne qui ne disait jamais rien. Je voulais jamais blesser, mais j'avais toujours peur de blesser, peur. Mais par peur, tu fais rien, en fait. Mais de dire, je vais faire peut-être ce premier pas où je me rends compte, où je réalise que... Tu sais, des fois, juste ça, de réaliser, et puis de revoir avec cette personne, il y a des choses qui peuvent se passer et on recrée quelque chose, là. Mais ce qui m'inspire de ton histoire, Esther, c'est... de voir, il y a tellement de gens qui peuvent nous démolir dans la vie. Puis, je suis sûre qu'il y a des femmes qui écoutent l'émission puis qui ont été rejetées, jetées, peut-être par un mari, peut-être au travail, peut-être dans leur famille, tu sais, et que malheureusement, ça a comme arrêté leur vie. Puis je trouve que de ton témoignage, c'est inspirant de dire, tu n'as pas laissé cette personne-là démolir ta vie. Au contraire, de surbondir. Tu sais, c'est le fameux adage, tu as fait de la limonade avec tes citrons. Et je me dis, peut-être quelqu'un cette année de dire, tu sais, là, il y a eu cette personne-là, elle a eu trop d'impact dans ma vie. Puis moi, en 2025, ça suffit. Là. Elle ne va pas continuer à me paralyser parce que je peux rebondir, parce que Dieu est avec moi, puis parce que Dieu, il y a des plans pour ma vie. Puis ça, au lieu de dire ma vie est arrêtée, au contraire, c'est peut-être le commencement de quelque chose de nouveau. Et c'est tellement inspirant de dire, regarde, je ne me laisserai plus démolir par cette personne-là. C'est exactement. Et on va prier
On va prier maintenant d'ailleurs. Tu peux prier pour ce sujet-là? Oui. Seigneur Jésus, merci pour ce beau témoignage d'Esther. Et je viens, Seigneur, vraiment avec le cœur rempli de compassion pour cette femme qui écoute cette émission, cette personne qui a été jetée, Seigneur. Et tu lui dis aujourd'hui que tu vois sa douleur, que tu comprends, parce que toi aussi, tu as été jeté et rejeté et humilié. Mais toi, Seigneur, Dieu a utilisé cette situation pour le plus grand de la mission la plus grande, c'est-à-dire nous sauver. Et de cette femme qui a été rejetée, tu peux l'utiliser dans sa mission à elle, comme tu l'as fait pour Esther. Qu'aujourd'hui, que tu viennes la consoler, que tu viennes mettre une huile d'onction sur son cœur, que tu viennes lui montrer que tu ne l'as pas oublié, mais qu'en 2025, ça soit son année, qu'elle décide, qu'elle prend le courage de dire c'est terminé. Par ta grâce, tu lui donnes la force d'aller vers l'avant et de lui montrer ce que tu vas faire avec cette situation cette année. Propulse-la. Seigneur, fais-la rêver qu'aujourd'hui est un jour nouveau, que les choses anciennes sont passées, qu'aujourd'hui, toutes choses deviennent nouvelles. Je te dis merci pour ces témoignages que nous allons recevoir parce que tu as vu le cœur de cette femme aujourd'hui et tu vas agir puissamment. Amen. 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 Et je pense aussi, un peu pour revenir sur ce que tu disais, Aurélie, qu'on peut prendre la décision d'être bienveillant, en 2025. Et on aura l'occasion de dire non à des gens. On aura l'occasion de poser certaines limites, de pouvoir... c'est ça. Peut-être mettre une distance avec certaines personnes, de refuser certaines demandes, mais on peut bien le faire en fait, et de chercher cette excellence dans la communication. C'est ça, dans la communication, et c'est pas des stratégies de communication. C'est des choses qui honorent Dieu. C'est de dire, je suis dans mon travail, en fait, je reste un chrétien, je suis dans ma famille, je veux honorer Dieu. Je parle à la serveuse, je veux honorer Dieu. Et comment est-ce que je peux avoir une meilleure communication? Parce que c'est aussi à travers ma communication que les gens vont se sentir aimés ou pas aimés, que les gens vont se sentir rejetés ou pas rejetés. Et je crois que à tous à notre niveau, on peut faire la différence si on cherche cette excellence-là. Et c'est une excellence de la communication, c'est plus peut-être une excellence du cœur, en fait, de dire, Seigneur, je veux t'honorer par mes mots, par mes paroles. Ok, j'ai compris, pas de paroles grossières, mais je peux aussi avoir des paroles d'édification. Et puis on s'est dit, en tant que bon chrétien, les paroles d'édification, c'est des psaumes, c'est des versets, mais des paroles d'édification, c'est des paroles qui élèvent, qui célèbrent, qui font du bien, qui construisent. Et c'est pas que des versets, mais c'est sûr que c'est des paroles de vie inspirées par la parole de Dieu, mais qu'on peut communiquer dans toutes les sphères de notre vie. Et là, on parlait du travail, mais le travail prend beaucoup de place en fait dans une vie parce qu'on y passe beaucoup d'heures, mine de rien. Et quand on n'aime pas son travail, quand on n'aime pas ses collègues, quand on a des conflits au travail, ça a tendance un petit peu à... Tu vois, toi, j'imagine dans les ateliers que tu fais, que ça a un impact vraiment sur les gens quand c'est compliqué pour eux. Ah oui, mais l'ambiance au travail, tu mets le pied dans l'entreprise, tu le sens de suite. Les tensions, qui parle à qui, les clans, les machins, donc tu le sens. Puis j'aime ce que tu dis, on est appelés à être des ambassadeurs de Christ. On est différents des autres. Et ça, c'est essentiel. Et c'est toujours de voir quelle est moi ma contribution. Je ne suis pas non plus responsable aussi de ce que l'autre ressent. C'est juste d'être bienveillante, soyez bons les uns envers les autres. Il y a des choses qui sont de ma part, mais il y a des choses qui appartiennent à l'autre aussi. Donc c'est toujours, nous en communication, c'est d'abord se comprendre soi, et après, aller vers l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe au-dedans de moi et qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, si la porte elle est ouverte, tant mieux. Si la porte elle est fermée, je vais pas la forcer. Donc là aussi, mais oui, nous on le sent, on le voit, mais juste de mettre des mots et d'expliquer, de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Parce que derrière un rejet ou derrière des tensions, derrière, il y a toute la partie invisible de l'iceberg où il y a plein de choses qu'on porte. Et de dire, Seigneur, là, c'est tout ça, là, le sentiment de rejet, mon estime de moi, tout ce que j'ai vécu peut-être dans mon enfance, tout ce que j'ai tué pendant des années. Mais en fait, là, tu es en train de le soigner. Et en fait, des fois, la douleur, elle est bonne pour qu'après Dieu puisse, penser tes plaies, là. Puis, tu sais, moi, j'aime beaucoup le passage qui dit, tu seras appelé réparateur des brèches. Et moi, c'est vraiment quelque chose, c'est quelque chose que Dieu m'a donné. Et une fois, il y avait un pasteur, un ami qui dit, mais Esther, pour être réparateur des brèches, il faut que toi, tu répares tes brèches. Et je me dis, Seigneur, tu as apporté ta guérison.
vraiment dans ce moment-là où j'ai vécu ce rejet-là, une guérison, un baume sur mon cœur. Et en fait, tu fais en sorte que ma guérison aide aussi à guérir d'autres personnes. Et la gloire, elle est toute à Dieu là. Vraiment, vraiment. Donc, tu nous l'as dit dans un contexte pour licencier ou remercier des gens, mais je pense qu'on peut l'étendre un peu plus dans la communication. l'ABC, authenticité, bienveillance et clarté. Voilà. Et considérer l'humain. Et moi, c'est mettre l'humain au centre. Ce qui m'a marqué, c'est le ton. Avez-vous remarqué le ton d'Esther? Moi, je vais mettre en pratique. Pas que j'ai un voix, mais le ton, c'est juste doux. C'est vrai que quand tu le dis avec un... Bonne année. Bonne année. C'est vrai. Est-ce qu'on peut refaire l'émission parce que on peut refaire l'émission parce que finalement il y a des moments, des parties que j'aimerais reprendre. Le ton n'allait pas. Merci. Mais c'est vrai que le ton amène. Ça fait je vais. Merci. C'est une clé. Merci Esther. Merci beaucoup. Merci. C'était sûr. Et Stéphanie, c'était magnifique aujourd'hui. Il faut être qui on est. Dieu nous a créé une personnalité. C'est comme... Non, mais on n'a pas... Bon, là, la fin de l'émission, c'est la dernière émission de l'année. Et c'est vraiment comme ça qu'on a décidé. Voilà. En fait, tout ce qu'on a appris de plus rire, on a tout fait ce qu'il ne fallait pas faire bravo, dans la dernière émission. Mesdames. Mais on l'a fait avec un ton. Écoutez, encore une fois, ça a été une grande joie d'être avec vous tout au long de cette année. Vous voyez, il faut que cette année se termine dans la joie et dans la bonne humeur. Merci Esther d'être venue nous encourager, nous bénir en début et en fin d'année. Écoute, on se redonne rendez-vous en 202025. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Exactement. Merci. Tu vois, on est différentes. Ah ben oui. Nous sommes différentes. Bonne année à vous tous. À bientôt. On se revoit mercredi. Bye bye. Bye.